Ok, bonjour à toutes et à tous et merci au Lépure de me laisser la possibilité ici de vous présenter l'élaboration mais également l'état d'avancement de la cartographie des zones inondées lors tout simplement des inondations de juillet dernier. Alors pour me présenter en deux mots, donc je suis Christophe Schenke, je dépends de la direction de la géométrologie de Monsieur Jean-Claude Giaslet qui elle-même dépend du département de la géomatique. Je tiens à préciser que ce travail n'est pas que mon travail, loin de là, mais le travail de nombreux collègues. Je ne vais pas les citer tous ici, mais il faut savoir qu'il y a eu de nombreux cartographes, topographes, forcément géomaticiens, principalement de notre direction, de la direction de la DIG, également de la DSN, de la direction des cours d'eau non navigables, mais également de plus de 150 volontaires du SPW pour les enquêtes. J'y reviendrai un peu plus loin dans la présentation. Alors ici, ma présentation, ce sera tout simplement une suite chronologique. Alors chronologique des différentes versions sur lesquelles nous avons travaillé et sur lesquelles nous travaillons toujours. J'y reviendrai un peu plus tard. Et pour chaque version, je vais tout simplement essayer de vous apporter quelques mots d'explication sur les plus-values, sur les ajouts que nous avons tout simplement version en version essayé d'y apporter. Alors, la première version, ce n'est pas véritablement une première version, mais plutôt une première étape. Alors, pourquoi? C'est parce que tout simplement, pour rappel, dans l'urgence d'après inondation, nous avons tout simplement, dans une première phase, commencé à recenser les données qui étaient disponibles, qui ont été acquises lors ou très vite après les inondations. Et dans un premier temps, elles n'étaient pas très nombreuses. Pour les citer ici, la première, ce sont les photos aériennes qui ont été prises par l'IGN. Elles ont été prises dans des conditions, j'y reviendrai plus tard, pour faire des orthophotos, donc prises verticalement. Mais elles ont été prises peu de temps après les inondations. Et enfin, d'autres photos aériennes, ici des photos obliques, j'y reviendrai aussi, prises par mes collègues donc de la direction des cours d'eau non navigables. Et donc, voici une cartographie de l'emprise des photos qui ont été prises par l'hygiène. Et on voit qu'elles ont été principalement prises sur les cours d'eau dans la province de Liège et donc pour les inondations par débordement. Pour ceux qui ont l'habitude de voir ce genre d'emprise, ce sont des photos donc qui ont été prises avec tout ce qu'il faut comme les conditions pour la réalisation future d'une orthophoto. Alors, je vous le dis tout de suite, les orthophotos ont été réceptionnées et donc réalisées bien plus tard. Et donc, dans un premier temps, nous n'avons pas pu les utiliser en tant que telles, mais on a dû les utiliser comme des photos traditionnelles, classiques, obliques d'un appareil photo lambda. Et je vous allez le voir tout de suite, un peu en complément pour cette emprise de photos prises par l'hygiène, ce sont donc les photos ici prises donc par les collègues de la DSN. Ici, ce sont des photos prises par hélicoptère, principalement sur les cours d'eau qui n'avaient pas encore été survolés par l'avion de l'hygiène. Donc, voici un peu sur le terrain, ça c'est l'exemple d'une photo qui a été prise verticalement par l'hygiène. Ici, c'est la situation au niveau de la confluence de la Vestre et de la Hogne à Popestin. Et donc, comme je le disais, c'est une photo verticale, mais que nous ne pouvions tout simplement pas effectuer de digitalisation ni de mesure à l'écran. Et donc, premier constat que nous avons fait, c'est que, comme on le voit, c'est que les photos ont été prises clairement après inondation, et donc que le cours d'eau était déjà retourné dans son lit mineur, et que finalement, nous, pour déterminer les zones inondées, nous n'avions pas 36 solutions, nous devions essayer de trouver sur la photo. Alors oui, on voit les dégâts, mais essayer d'estimer comment, ça se faisait à l'œil, hein, si je puis dire, jusqu'où les dégâts étaient, jusqu'où l'eau avait tout simplement engendré des dégâts. Ce n'était pas, franchement, pas très évident au niveau des zones urbaines. Je vais prendre un autre exemple. C'est ici une photo oblique, donc c'était faite par la DSN. Ici, c'est en zone rurale. Et on voit clairement ici, on peut deviner, je dirais pas facilement, mais on peut deviner que la zone inondée était en bordure jusqu'ici. Et c'est précisément ce que nous avons fait, tout simplement. Donc, si j'essaye d'expliquer comment on s'y est pris, on a repris chaque photo, aussi bien de l'hygiène que de la DSN, encore une fois, qui était géolocalisée. Donc, nous savions approximativement dans quelle zone géographique la photo avait été prise. Et puis, je dirais, sur l'écran de gauche, nous avions mis cette photo. Et sur l'écran de droite, nous avons tout simplement digitalisé sur base des orthophotos en essayant de repérer, j'imagine que comme ici, on voit un peu des alignements de plantation, on va essayer de les repérer, puis ensuite digitaliser ces zones-ci, ici le bosquet, et ainsi de suite.
Autre photo ici, qui est toujours prise de la décenne, où c'est toujours une photo oblique, c'est au niveau de Trot. Et c'était pour vous montrer, enfin, pour vous démontrer que toujours en zone urbaine, c'était directement ce qui a été le plus compliqué pour nous, c'était de déterminer cette zone, cette fameuse zone inondée. Autant dans les zones rurales, c'était relativement facile. En tout cas, où nous avions des traces, mais en tout cas, lorsque c'était densément peuplé, on va dire ça ici, c'était nettement plus compliqué, voire totalement impossible. Alors, comme je le disais, donc la première version ou la première phase, plus exactement, tout simplement été d'utiliser les photos, ce qui était disponible. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées, c'est que les photos avaient été prises après inondation, donc nous ne voyons plus sur les photos tout simplement le plan d'eau. Elle était disponible que sur une partie du territoire, et ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on le voyait que c'était essentiellement pour les zones inondées par débordement. Donc, par ruissellement, non, nous n'avions pas nécessairement de photos prises dans ces zones-là. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est que la délimitation des zones inondées était pour le moment impossible en zone urbaine. Raison que dans les quelques jours qui ont suivi, tout simplement la prise de connaissance des photos, nous nous sommes rendus sur place avec une équipe de topographes. Alors ici, pour ceux qui reconnaissent, c'est la place d'Anzival et ici c'est un pont qui est à proximité, hein, à Verviers. Alors pourquoi est-ce que nous avions pris cette zone-là? C'était exactement, précisément, pardon, c'est que sur Verviers, il était tout simplement totalement impossible de repérer la zone inondée sur la ville. Et donc, nous nous sommes rendus sur place en essayant tout simplement de repérer les traces qui étaient encore possibles. Je parle bien de traces parce que c'était plus ou moins une semaine, 15 jours après les inondations et ça devenait déjà compliqué. Et nous nous sommes rendus compte sur place qu'il y avait deux endroits où c'était relativement, alors je dis pas facile, mais on retrouvait encore des traces. C'était sur les places avoisinant la Vestre ou tout simplement sur les ponts qui traversaient, enfin qui enjambaient le plan d'eau. Alors, c'est pour vous montrer les traces que nous avons retrouvées. On prend ici, c'est généralement une grille anti-effraction et on voit que les déchets n'ont pas débordé la grille, mais en tout cas on peut espérer, estimer que l'eau est montée jusqu'ici. Si je trace une parallèle, on voit que c'est plus ou moins confirmé par la végétation. Ici, au niveau de la place d'Anzival, on voit que nous avions aussi des traces sur les pierres bleues. On voit que comme si elles avaient été lavées. Et si on garde aussi une parallèle, on voit que c'est plus ou moins constant partout. Évidemment, sur la place, nous avions des arbres. Pareillement, hein, on voit que la végétation a été touchée. Et c'est précisément ce genre d'éléments qu'avec nos équipes topo, nous avons été mesurés sur le terrain. Alors, c'était quelque part bien beau d'avoir ces ensembles de mesures, mais il fallait encore déterminer ce que nous allions pouvoir en faire, comment est-ce que nous allons pouvoir déterminer tout simplement la zone inondée sur base de CLV. Pourquoi? Parce que je rappelle que les mesures topo, nous n'avions pas des hauteurs relatives, donc on a travaillé avec des GNSS et autres, et donc nous avions des hauteurs d'eau selon des hauteurs d'eau, des points, pardon, de mesure qui étaient prises pour le Lambert Bell 72 et les DNG. J'y reviendrai plus tard, pourquoi cette petite précision. Et donc finalement, on s'est retrouvé avec cet ensemble de mesures, et donc on a eu l'idée, un peu dans l'urgence, de considérer, je prends par exemple ici l'exemple, si nous étions sur la place d'Anzival, on a eu l'idée de se dire, voilà, tous les points normalement ont une moyenne constante, ce qui était le cas. On a pris une valeur moyenne pour la place. Ensuite, pour le pont qui est à proximité, on a fait exactement l'exercice. Et en prenant la valeur moyenne de la place d'Anzival, nous avons tout simplement considéré que le plan d'eau était horizontal. On n'avait pas trouvé de méthode plus facile, plus réaliste, j'ai envie de dire. Alors finalement, j'ai envie de dire de place en place, de proche en proche, ce que nous avons appelé par la suite en escalier, nous avons réalisé tout simplement une certaine modélisation topographique, pas du tout hydraulique dans ce cas-ci, pour essayer de trouver l'hauteur d'eau qui avait été atteinte, ici dans ce cas-ci, de Verviers. Et alors, ce que nous avons utilisé, parce qu'encore une fois, ici, j'étais dans les hauteurs selon le deuxième nivellement général, donc j'étais en absolu. Et donc, pour essayer de trouver justement le plan d'eau, ce que nous avons eu comme idée, c'était tout simplement d'utiliser marche par marche tout simplement notre modèle numérique de terrain, qui est le modèle numérique de terrain du LIDAR qui avait été réalisé en 2013-2014, donc qui est représenté ici par ce qu'on peut imaginer, c'est le modèle numérique de terrain. Je précise tout de suite, pour ma présentation, j'ai fait comme si nous avions le lit mineur, mais nous ne l'avons pas. Le MNT descend, puis il est plus ou moins plat, on va dire, à cette hauteur-là. Mais le principe était celui-ci, c'est que de toute manière, comme le plan d'eau lors de l'inondation était clairement au-delà de ce que nous avions comme limite, je dirais, du MNT terrain, on a pu déterminer en croisant les deux, tout simplement ici et là,
On déterminait le croissement, le modèle d'eau, je vais dire ça comme ça, était supérieur à notre modèle numérique de terrain. Et c'est ainsi qu'on a déterminé, si vous voulez, dans un premier temps, la zone inondée. Alors concrètement, ici, je vais un peu vous expliquer. Donc ici, on se retrouve sur la place d'Ozival où je vous ai montré la photo tout à l'heure. Ici, c'était le pont en question et on voit que un peu, ça c'était notre premier jour de mesure, on est allé voir où il y avait encore des traces. Alors pour vous expliquer ça un peu plus en détail, les gros points verts, ce sont tout simplement les mesures des traces d'auteur d'eau visibles et utiles que nous avons repérées sur le terrain. Les points rouges, eux, c'était des mesures que nous avons fait avec nos instruments, tout simplement au sol, et c'était pour valider quelque part que nos mesures étaient précises sur le terrain, et par la même occasion, on peut dire ça ici, valider notre MNT, mais on le savait qu'il était déjà bon. Tout simplement, pour être complet, pour votre information, les tout petits points en mauve que nous percevons ici, c'est les points de calage, tout simplement pour nos mises en station. Et enfin, les derniers points que je dois vous expliquer, c'est les 3 points mauves qui sont ici. Ça, par chance, nous sommes parvenus sur le terrain, je ne le cache pas, à l'aide des voisins, tout simplement, de déterminer qu'il y avait une trace qui était visible. Ici, c'est une voirie, si je prends l'exemple ici, qui est en légère pente. Et on voyait clairement, ici, à cet endroit-ci, qu'on pouvait estimer que c'était un point visible sur la voirie jusqu'où de limite de la zone inondée. Donc, on va y voir plus tard en quoi est-ce que ça m'a été utile. Deuxième illustration, tout simplement, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai fait la moyenne, j'ai vérifié les écarts TP, ainsi de suite. Par rapport aux points verts qui sont ici, j'en ai fait une moyenne. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, j'en ai fait un aplat, un plan horizontal qui n'avait ici, pour ce cas-ci, que la hauteur de 149,2 mètres. J'ai fait ça de proche en proche. Ici, je vous le dis tout de suite, on a extrait ces zones-ci, tout simplement pour pouvoir les utiliser par la suite pour essayer un petit peu quand même de valider notre modèle. C'est pour ça que je n'ai pas ici de point moyen ni de plan, pas d'escalier, pas de marche. Et donc ici, pareil, on a fait un point moyen, 150,22, et ainsi de suite. On le voit qu'on a fait cette procédure-ci en remontant vers l'amont, tout simplement, et en traversant Verviers. Ce que ça a donné, voici. Donc là, je récapitule, je fais chaque marche d'escalier et je n'ai fait que croiser chaque plan, chaque escalier avec mon modèle numérique de terrain. Et en voyant, j'ai une différence ici, tout ce qui est en sombre, en noirâtre, c'est ce qui, d'après notre modélisation, a été touché par les inondations. Alors, si je regarde un petit peu les fameux points mauves tout à l'heure, on voit qu'ici, si j'essaie de me retrouver mes demi-arcs de cercle, je ne suis pas trop mauvais. Ici, pareil, on voit qu'il est ici quelque part. Une dernière ici, on imagine là, hop, je regarde ici. Donc, ce qui nous a conforté dans notre idée de se dire, voilà, on tient quelque chose d'intéressant qu'on va pouvoir au minimum réutiliser sur tout Verviers. Alors, si vous me demandez par la suite ce que c'était le bord ici jaunâtre, le jaunâtre, on s'était fait une petite réflexion en se disant, tiens, nos mesures, elles sont peut-être imprécises, comment essayer de palper quelque part un peu cette imprécision. Et j'ai tout simplement essayé de rajouter 50 cm. Donc, si je reprends, au lieu de prendre 149,2, j'aurai 149,7. Et on voit ici la petite différence que cela pourrait engendrer sur ce versant-ci. Alors, comme je vous l'ai dit à l'instant, on a répercuté donc, cette méthode-ci sur tout Verviers. Alors, je ne le cache pas, on s'est dit que sur Verviers, c'était intéressant de le faire, mais on a tout de suite essayé de trouver une méthode un peu plus efficace, parce que tout simplement, ça prenait énormément de temps. Et donc ici, pour revenir sur Verviers, hop, voici le résultat quelque part final de notre simple modélisation topographique. Je ne le cache pas, on voit ici qu'il y a comme un petit problème. En fait, ceci s'explique pourquoi il y avait une petite cuvette que lorsque nous nous sommes rendus sur place, on n'avait pas directement repéré parce que le cours d'eau passe par ici. Et alors, on voit dans notre modélisation qu'il manque quelque chose et ça a été confirmé très peu de temps après lorsqu'on a reçu les résultats et les informations de la ville de Verviers qui nous ont confirmé que ici, effectivement, il y avait une petite zone à corriger, à additionner. Donc, voilà quelque part notre première étape, je vais dire ça comme ça. Donc, on a utilisé tout simplement les vols de l'hygiène, les photos aériennes, aussi les vols par hélicoptère, tout simplement, de nos collègues des cours d'eau non navigables, et aussi des relevés topographiques, relevés topo qui ont été réalisés par ma direction, aussi celle de mes collègues. Alors, ici, je vais aborder la première version diffusée. Donc, pour nous, en interne, on appelle ça toujours la V2.
Alors, petite particularité pour la V2, c'est que je rappelle un peu le contexte. Le contexte était tout simplement d'obtenir des chiffres, de donner des indicateurs sur l'ampleur des dégâts, tout simplement pour aider le commissariat spécial à la reconstruction. Donc, notre idée, c'était pas d'avancer simplement sur la problématique des cartes, mais de surtout utiliser ces cartes-ci pour donner à ma hiérarchie, tout simplement, des valeurs, des indicateurs. Alors, comment est-ce que l'on faisait? On essayait d'avoir une première carte et on la croisait tout simplement avec le PIC pour avoir pas mal d'informations, avec les bâtiments 3D pour essayer d'avoir une quantification des bâtiments touchés, avec Wallous aussi, avec les voiries, avec le cadastre, enfin un peu toutes les données, le plan de secteur qui était existantes au sein du SPW avec lesquelles on pouvait faire tout simplement le croisement. Mais alors, comme c'était pour le commissariat spécial à la reconstruction, ces derniers nous ont directement demandé d'essayer de produire ces cartes-là, donc sur les zones inondées, sur l'ensemble des communes de catégorie 1 de la Wallonie. Je vais y revenir plus tard. En fait, très vite, il s'est avéré qu'il fallait un peu donner des catégories, tout simplement, je dirais comme ça, des plus touchés aux moins touchés, et ça, c'est eux qui sont chargés à cartographier, à nous donner la liste. Et donc, j'y reviendrai un peu plus tard ici dans la présentation. Mais par contre, ce que nous avions comme difficulté, c'est que ces communes-là, en partie, n'avaient pas du tout été survolées par des campagnes de photos aériennes. Et c'est là que nous avons eu l'idée, parce qu'il leur fallait absolument des chiffres, ce que je comprends, et c'est là que nous nous sommes dit, on n'a pas de solution. Dans ce cas de figure, nous allons alors utiliser les cartes d'aléas inondation pour compléter la cartographie. Comment est-ce que nous avons fait? Nous avions quand même dans certaines zones quelques blocs digitalisés sur base des photos en amont ou en aval. Et alors, on a essayé de voir quel était tout simplement le scénario le plus adéquat qui allait répondre à la situation locale. Je vais dire ça comme ça. Donc, on a pris des zones d'aléas inondation et localement, nous avons sélectionné si c'était le Q extrême ou le Q50. Uniquement pour Eupen et Limbourg, nous avons utilisé une autre source de données qui est celle-ci, mais ça, c'était vraiment ponctuel pour Eupen et Limbourg. Voici l'illustration de la carte. Alors ici, on a essayé de représenter les provinces. Ça nous aide en interne un peu à communiquer. Les provinces, les cours d'eau, aussi, j'imagine qu'il y a beaucoup de cartographes et de géographes, rassurez-vous, on les a bien mises, bien en évidence, ça ne respecte pas les règles cartographiques, mais ce n'était pas l'objectif ici. Nous, l'objectif, c'était simplement de vous montrer ici, voilà, ce qui est en rouge, c'était les 9 communes de première catégorie, les secondes catégories, un peu en orange, et en jaunâtre, je veux dire, c'est la 3e catégorie. Donc tout ça, je pense que vous le saviez déjà, mais il y a plus ou moins, enfin, il n'y a pas plus ou moins, il y a 209 communes qui ont été impactées. Alors, on en arrive tout de suite et déjà à la V3. La V3 qui est quelque part la plus intéressante, qui avait été la plus demandée. Pourquoi? Parce que entre la V2 et la V3, nous avons lancé, j'y reviendrai un peu plus tard, une enquête qui avait été réalisée par le SPW, où il y a eu plus ou moins 150 agents, tous volontaires, qui nous ont aidés à se rendre sur le terrain. J'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, cette V3, quelque part, reprenait tous les éléments de la V2, les vols, les levées topo, l'utilisation des cartes d'aléas inondation et ce cas de figure-ci, mais en plus, une certaine interpolation du plan d'eau, non plus en escalier sur base de plans de levée topographique, de levée topo sur le terrain, mais tout simplement sur base des informations requises dans l'enquête. Alors, quelques mots sur l'enquête. Ici, c'est ce que nous appelons en interne l'enquête survey géomatique. Donc, elle a été, comme vous le voyez ici, très vite mise en place. On voit qu'on a eu, quelque part, la jonction, on nous a demandé, voilà, le lundi 2 août, essayer de nous trouver une possibilité de recueillir les données sur le terrain. Et entre l'idée et d'aller sur le terrain, il s'est passé une semaine. Donc, voilà un peu les délais, le degré d'urgence que nous avons eu pour mettre en place cette enquête, tout simplement, qui a été réalisée par la DIG. Alors, les utilisateurs, je dis tout de suite, ce sont que des gens de chez nous, du SPW, qui devaient être tous volontaires. Donc, on a eu vraiment des profils très variés. Et nous avons dû très vite mettre quelque chose en place de très simple et qui était, comme je le vois ici, qui était disponible sur tous les supports. Et pourquoi tous les supports? Nous n'avions pas grand-chose, si ce n'est leur demander d'utiliser une petite application que nous leur avons donnée, de l'installer, de l'utiliser plus, je veux dire, dans 99% des cas, sur leur propre GSM, leur propre smartphone. Alors, voici une petite illustration tout simplement de l'enquête sur leur smartphone. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est tout simplement ce qui
qui était important pour nous, c'était de vous expliquer la localisation. Donc, en fait, la localisation se faisait soit tout simplement à l'aide du GNSS qui était sur leur smartphone, soit tout simplement l'encodage d'une adresse, et ils avaient la possibilité à la main de changer la localisation. Une fois que cela a été fait, ils avaient différentes, je vous laisse un peu suivre ici, différentes, tout simplement, types de formations à encoder. Et nous allons le voir, ce n'est finalement qu'à la fin qu'on leur demandait tout simplement, quand cela était possible, de nous donner une information en centimètres sur la hauteur d'eau. Alors je précise ici, c'était une hauteur d'eau donc relative. Ils n'avaient pas énormément d'informations. Si on a bien essayé de leur dire, ce serait bien au niveau du seuil, mais le seuil, c'est pas toujours indicatif pour nous. C'est un peu la débrouille, il ne faut pas se le cacher. Et donc, je vois ici que nous avions tout simplement un monitoring, tout simplement qui nous permettait d'un peu suivre en temps réel les encodages, comme ça vous voyez un peu ce qui avait été fait, de ce qui avait été pas fait. Nous pouvions un peu corriger, mais ici, ça va surtout m'aider à vous montrer que voilà, si je prends pour cette zone-ci, pardon, ce n'était pas toujours le cas, mais les points, donc là où il me donnait les informations, étaient localisés à ces endroits-ci. Et encore ici, je veux dire, c'était pas trop mal. Pourquoi? Parce que pour information, les enquêteurs se rendaient sur le terrain et ne pouvaient pas rentrer dans les bâtiments et généralement ne devaient pas interroger les propriétaires. Et donc, c'était suivre bâtiment par bâtiment, tout simplement, suivre l'enquête et répondre aux questions. Et quand ils en avaient la possibilité, qu'il y avait encore une trace de visible sur le bâtiment, de nous donner une hauteur par rapport au trottoir, par exemple, ou que sais-je. Autre précision aussi, c'est lorsque nous avons envoyé les enquêteurs sur le terrain, ils devaient préalablement passer chez nous, on leur envoyait, j'imagine, par PDF. C'était un plan de la commune où ils devaient se rendre, sur laquelle nous avions déjà mis dans la légende notre fameuse, entre guillemets, zone inondée, qui était forcément à l'époque la V2. Et avant de directement tous courir, entre guillemets, pour encoder les enquêtes, ils devaient rencontrer un membre de la commune et leur poser la question si ce que nous avions déjà cartographié était bon ou pas bon, ou si nous avions tout simplement oublié des zones. Alors, voici un exemple. Ici, c'est le cas tout simplement de la région de Theux, où on ne voit pas très bien, mais là, c'est l'ortho qui est en fond. Et là, c'est la digitalisation qui est ici, qui est digitalisée donc sur base de, je pense qu'ici, c'était les images hygiène, si je ne me porte pas, sans vraiment certitude dans ce cas-ci. Et alors, on se rendait compte qu'on n'était pas très bon. Franchement, c'était très difficile dans cette zone-ci de déterminer sur base des photos quelle était la limite de la zone qui avait été impactée, qui avait été inondée. Et donc, c'était sans surprise que, suite à l'encodage des enquêtes, on voyait qu'on avait été un peu optimiste. En tout cas, on voit clairement que nous avions oublié ou nous n'avions tout simplement pas vu des grandes zones, des grands tronçons. Et alors, c'est là, comme nous avions tout simplement la localisation des zones qui avaient été inondées et que, en plus, comme je viens de le montrer, nous avions la hauteur relative, on peut presque dire que c'était une indication, hein, pas une valeur, de la hauteur, on a tenté de modéliser quelque part la zone. Alors ici, j'ai repris en fond non plus l'ortho, mais le U-Shed, tout simplement parce que c'était ce que nous avions utilisé aussi pour essayer de comparer. Et on voit qu'en reprenant, grosso modo, je vais y revenir plus tard, un peu la même méthodologie qu'avec les topos, mais ici avec les nuages de points des enquêteurs, on est parvenu à redéfinir tout simplement la zone qui avait été impactée, qui avait été inondée. Et dernièrement, deux choses que je vais vous montrer ici, c'est qu'on voit directement, la couleur a un peu changé, c'est l'effet transparence, malheureusement ici dans ma présentation, mais on revoit l'ancienne, quand je dis l'ancienne, c'est la zone qui avait été déterminée par la digitalisation des photos, et enfin ici sur base des enquêtes. Et comme premier indicateur que nous avons pu transmettre directement assez facilement, on a croisé la modélisation ici avec les bâtiments 3D, comme ça nous donnait une sorte d'indice sur l'impact que ça avait eu sur les habitations, tout simplement. Alors, ici, quelques mots. Donc, comment est-ce que nous avons exploité l'enquête survey géomatique pour créer cette fameuse modélisation? Tout simplement, j'y reviendrai après, on a essayé de remplacer, ici, j'ai mes fameuses marches d'escalier, on a essayé sur base de tous les points, ici j'en ai pris quelques-uns, on en avait beaucoup plus, de modéliser tout simplement la hauteur d'eau pendant l'inondation. Et pareillement, ici, toujours avec mon modèle numérique de terrain, je l'ai croisé avec ma modélisation et la zone inondée, c'est toujours sur base des deux extrémités qui sont ici.
Ici, par contre, on nous avait demandé pour la V3 de non pas nous limiter à la catégorie 1, mais directement de prendre en compte la catégorie 2, ainsi que quelques communes de la catégorie 3. Alors, pour les enquêtes, j'ai quand même quelques explications à donner. C'est que nous avons dû, avant de modéliser, nettoyer. Quand je dis nettoyer, c'est pourquoi? C'est que ça reste une enquête, j'ai envie de dire. Et donc, premièrement, toutes les enquêtes n'avaient pas d'informations sur la hauteur d'eau. Alors, certaines ne l'encodaient pas, ou d'autres m'indiquaient que c'était zéro. Alors, zéro, dans ma modélisation, ça aurait été juste si on se trouvait exactement ici aux deux extrémités. Mais me dire qu'on est ici à zéro parce qu'il y avait de l'eau dans l'écart, ben, on sans doute ça allait modéliser faussement tout simplement la zone. Donc on a dû tout simplement extraire tout ce qui était nul ou zéro. Ensuite, pour que la modélisation soit efficace, et ça c'est logique, hein, je n'invente rien, il faut que la densité des enquêtes de points utiles dans une zone soit suffisante. Si je n'avais que 2, 3 points dans un coin, franchement, forcément, ce n'était pas bon. Et ensuite, et là, c'était quelque chose qui était qu'on a pas mal cherché avant de trouver. C'était le problème, en fait, de la localisation planimétrique. La localisation planimétrique, ça, je vous le rappelle, je vous l'ai montré tout à l'heure. Lorsque l'opérateur allait sur le terrain, généralement, il laissait le point sur le bâtiment. C'est ce que je vous ai montré dans la dia où on voyait le monitoring où le point est sur le bâtiment. Or, lorsque l'opérateur me donne tout simplement la hauteur, qui est ici, là c'est mon modèle numérique de terrain, donc c'est ce que j'utilise moi dans mes calculs, il s'imagine qu'il le mesure ici tout simplement la hauteur d'eau, ici de 1 mètre, que j'ai pris pour l'explication, je veux dire à front de voirie. Or, pas de chance, soit de sa propre initiative, soit pour des raisons peu importe, il déplace le point, et donc l'information de 1 mètre n'est pas reprise sur base de mon modèle numérique de terrain ici, mais un décalage planimétrique ici selon mon axe X à cet endroit. Et forcément, c'est logique, je n'obtiens plus 1 mètre d'écart, mais 2,50 m, et donc j'ai une très grande imprécision en Z. En interne, je traduisais ça de cette manière-là, c'est le fait de devoir jouer avec des hauteurs, je veux dire, relatives sur le terrain, et moi, finalement, je jouais avec des informations, en tout cas des couches, des géodonnées absolues. Et forcément, l'imprécision vraiment ici du positionnement, enfin XY, c'était énorme. En tout cas, on a beaucoup dû éliminer des points qui étaient suite à cette erreur-là, tout simplement. Et voilà, pour rappel, je travaille selon le DNG, tout simplement. Alors, maintenant, pour le choix, donc une fois que j'ai filtré tous les points utiles de mon enquête, on a dû choisir quelle était la modélisation la plus efficace. Et tout de suite, alors on a fait plusieurs tentatives, hein. On a fait les plans de tendance, les plans moyens, on a joué aussi avec le crigeage, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et c'est finalement l'idée, ouais, donc c'est la pondération par l'inverse de la distance qui nous a donné les meilleurs résultats. Alors les meilleurs résultats, pourquoi? Nous avons tout simplement créé ça, surtout nous avions des enquêtes, et forcément nous avions des passages où nous avions des bonnes données, je dirais, sur base de la digitalisation, sur base des photos aériennes. Et donc, on a comparé ces zones-là et on voyait que ça collait pas trop mal. Et alors, pour les puristes, quelque part, dans l'IDEWay, il y a 2 grands paramètres que nous avons dû sélectionner. En fait, directement, sans rentrer dans les détails, c'est l'exposant de valeur 3, tout simplement, pour les courbures en S qui donnait le meilleur résultat, comme souvent, pas tout le temps en topo. Et alors, une distance utile de 450 mètres. Alors ça avait été validé par le crigeage, mais c'était surtout aussi suite à l'étendue de l'inondation. Si on prenait moins, on n'avait tout simplement pas toute l'étendue à certains endroits. Voilà. Alors ici se terminent un peu les ajouts de ma V3. Et enfin, vous dire certains, je vous présente, et encore, c'est pas une top qualité, mais c'est le résultat de nos recherches. Donc c'est ici, voilà, les zones inondées sur base des orthos. Alors, j'en profite, et c'est surtout ça l'objet ici de l'ADIA, c'est de vous présenter la légende. Alors, la légende, dans un premier coup d'œil, elle peut être un peu complexe, mais vous allez voir, elle est vraiment très très simple. Pourquoi? Parce que dès le début, nous avons voulu garder la trace pour savoir quelle avait été là ou les méthodes utilisées pour cartographier la zone. Tout simplement, je m'explique. Les zones inondées, donc ça on s'imagine, c'était sur base des photos, donc de la digitalisation sur base des photos aériennes. Ici, c'était tout simplement sur les zones d'aléa inondation. Donc ici, une pure, ici, une pure, ici. Et la modélisation IDEWay. Et lorsque vous avez, c'est là qu'il faut avoir une petite gymnastique, en tout cas dans la légende, que vous avez une combinaison des deux, je prends ici, c'est tout simplement que la zone avait été déterminée à la fois
par les plans d'aléa inondation dans le cas du Q extrême et en même temps de la modélisation du plan d'eau, tout simplement. Alors, je reviendrai un peu en détail plus tard des fameux plans d'inondation. Ici, un peu, alors l'avenir très proche quelque part, c'est qu'on ne s'est pas limité à la V3. On continue à essayer de compléter, tout simplement. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on s'est franchement braqué sur les par débordement, donc les inondations par débordement. Or, il y a eu pas mal de problèmes suite au ruissellement et autres. Ça, on a essayé de trouver une méthode de les retrouver, en tout cas les cartographier. Et donc, et aussi, d'autre part, c'était de corriger. Bon, on est conscient que l'IDW n'est pas parfait et que forcément, on a dû, c'est le cas du côté de Liège, je crois, Chêne et Liège, des petites zones comme ça qui n'ont pas du tout été impactées. Or, nous, dans notre cartographie, elles le sont. Et donc, qu'avons-nous comme source de données qui vont prochainement arriver? Pour information, on a ce qu'on appelle l'enquête de phase 2. Donc, elle vient de se terminer, je pense qu'il y a une semaine, 15 jours. Donc, on va commencer à exploiter ces données-là pour voir comment les ajouter dans notre cartographie. Grosso modo, c'est une nouvelle enquête, mais qui cette fois-ci se passe entre des agents du SPOE et des agents communaux qui directement doivent essayer de corriger notre cartographie, nous donner des informations plus ponctuelles pour savoir s'il y a eu des impacts et autres. Sinon, il y a d'autres enquêtes. Je sais que ça, il y en a au niveau des logements, l'agriculture et autres. Nous avons aussi de nombreux groupes de travail, notamment c'est celui où nous attendons grandement les données, c'est tout ce qui va utiliser les données satellites qui ont été prises durant les inondations. Autrement, nous avons aussi d'autres jeux de données, donc on a les images Stratos, qui est une boîte qui a fait des photos aériennes malheureusement, ou si je pense justement, eux, ils ont eu la chance d'avoir quelques photos, en tout cas lors des inondations, en fin d'inondation. Alors, nous avons eu ici dernièrement les ortho-images de l'hygiène. Et dans certains cas, ici j'ai repris le cas de Verviers, les cartographes à Verviers ont fait leur propre cartographie ils nous les ont transmises pour essayer de corriger, valider notre V3. Alors, quelque part, on s'est dit qu'avec l'idée, oui, je vais y revenir, ça nous donne la possibilité, comme nous avons exploité tout simplement les enquêtes où nous avions la hauteur d'eau, c'est un peu sa force. C'est que l'idée a aidé à déterminer au niveau XY la planimétrie, la zone inondée, mais en plus, elle nous donne quelque part une information sur l'altimétrie, sur le Z, sur la hauteur d'eau. Néanmoins, je tiens franchement à insister sur ces différents points. Ça apprend avec des pincettes. Pourquoi? Parce que finalement, la couche IDW, donc la couche 3D, alors je parle, elle l'est parce qu'en fait, elle l'est depuis la semaine dernière, on l'a terminée. Elle n'est disponible que dans les zones qui ont été concernées par la V3, c'est-à-dire par les enquêtes. Là où il n'y a pas eu d'enquête, là où personne n'est passé sur le terrain, je n'aurai jamais d'IDW. Forcément, il me faut vraiment des mesures sur le terrain. Ensuite, et là c'est très important aussi, il faut toujours se rappeler que nous, ce que nous avons mis en place dans l'urgence, c'est une modélisation topographique sur base d'une enquête. C'est-à-dire que ce n'est absolument pas, c'est même très loin, d'une modélisation hydraulique sur base de mesures de débit. Et vous allez me dire forcément, c'est ce qui nous a un peu manqué lors des inondations, c'est ces valeurs-là. Et donc c'est pourquoi nous avons dû mettre en place quelque part une méthode ou des méthodes parallèles pour essayer de la déterminer avec la plus grande précision. Et enfin, comme toute modélisation, pour la beauté de l'art, je l'ai quand même rajouté, il faut toujours faire attention aux effets de bord de la modélisation. Alors, il me reste quelques petites illustrations qui vont me permettre de mettre en avant certaines forces et faiblesses. Ici, je vous ai repris tout simplement l'illustration, je crois que c'est aussi Peupaster, oui, tout à fait, Peupaster, où on voit, alors comme je vous ai montré tout à l'heure, on voit que ça a été déterminé sur base de la cartographie, et en partie, c'est tout ça que je voulais vous montrer, et que ça collait, sur base de la modélisation, sur base des enquêtes, des points enquête. Et on voit qu'à certains endroits, voilà, un peu comme on avait été sourteux, on avait été un peu trop juste, et ainsi de suite. Mais nous voyons aussi qu'il y a des tronçons. Alors, les tronçons, nous n'avons pas l'idée, oui, c'est comme je le disais tout à l'heure. Il n'y avait pas d'enquête, donc pas d'enquête, pas de données, pas de modélisation. C'est aussi simple que ça. Mais la force de l'idée, c'est que ça nous donnait des informations justement sur la 3D, sur le Z. Et alors, très vite, on a eu la possibilité de créer ce genre, tout simplement, d'illustration, où là, le bleu va nous donner forcément une hauteur relative, tout simplement, de la hauteur d'eau dans la zone. Alors, je le précise à nouveau tout de suite, tant mieux quelque part pour nous, mais en fait, ici, nous n'avons pas comment est-ce que j'ai expliqué ça?
Le lit mineur, nous n'avons pas le fond. Pour rappel, nous utilisons les modèles numériques de terrain LIDAR. Et donc le LIDAR, là où il y a de l'eau, il ne prend pas de mesure. Donc on a au mieux les berges, là où elles ne sont pas inondées. Et donc ici, ben voilà, il faut pas s'attendre, si vous un jour vous allez utiliser le données et cliquer au milieu de la veste, à avoir la profondeur jusqu'au terrain naturel, jusqu'au galet, si je puis dire. Non, ce sera par rapport au plan d'eau, il faudrait faire un calcul avec le MNT à l'époque. Par contre, ça, c'est ce que je vais dire, c'est valable au niveau du plan d'eau, mais absolument pas, là c'est bon, c'est au niveau du terrain. Alors, ici, je vais revenir en arrière pour aborder un autre point. Comme je vous l'ai montré ici précédemment, il y avait des zones où nous n'avions pas d'enquête. Donc, pas d'IDOE. Or, je viens de vous montrer que nous sommes parvenus quelque part à en calculer. Alors, comment est-ce que nous y sommes parvenus? Voici encore une autre dia. Ou tout simplement, les points verts, c'est tous les lieux où nous avions tout simplement une enquête terrain. Et les points rougeâtres, brunâtres, je ne sais pas, on a eu l'idée tout simplement, là où il manquait un tronçon, bah, tout simplement des informations en amont, en prenant la moyenne ou la hauteur max qui était ici, et en aval le même exercice. On a tout simplement créé une régression linéaire, bon, règle de 3, hein, on va pas se mentir, pour tout simplement compléter là où nous n'avions rien, tout simplement. Quand je dis que nous n'avions rien, attention, uniquement là où nous avions des enquêtes en avant et en aval. Alors là, on s'est dit, ouais, c'est déjà l'idée, oui, c'est touchy. En tout cas, il faut savoir l'utiliser, il faut être conscient de ses limites d'utilisation. Autant là, franchement, on avait l'impression, ça nous rend service, mais ça, pour nous, on a l'impression que c'est encore moins précis, si je puis dire. Et donc, ce que nous avons fait, c'est une sorte de couche, on va appeler ça une couche de métadonnées, donc ce que vous voyez ici en jaunâtre, c'est super. C'est un simple buffer. Et en fait, le buffer nous permet à déterminer assez facilement si nous sommes dans un cas d'interpolation ou d'extrapolation, tout simplement. En disant que l'un est acceptable, l'autre, dans ce cas-ci, c'était moins précis, tout simplement. Alors, voici ici, tout simplement ce que je viens de vous expliquer. Hein. Donc, nous avons complété tout simplement le tronçon par une régression linéaire. On a fait un buffer qui est une couche quelque part de métadonnées pour conscientiser que, voilà, quand vous êtes dans cette zone-ci, c'est encore plus à prendre avec des pincettes. C'est pas selon une enquête, mais c'est selon la régression. Et donc, j'en arrive tout doucement à ma fin, je rassure Jean-Marc. Une dernière dia. Alors ici, c'est un cas pas particulier, mais que je crois qu'il a été un peu pris dans la presse. Ici, nous sommes, donc c'est le coin de Limbourg. La commune de Limbourg était ici fortement impactée. Et là, nous avons l'usine de beurre Cormont, tout simplement. Et alors, comme on le voit ici, comme vous le découvrez, l'usine Cormont, tout simplement, alors pour des raisons que j'ignore, les enquêteurs n'y sont pas passés. Alors nous avons un petit peu en amont, un petit peu en aval, nous avons un peu des enquêtes. Et c'est uniquement grâce à la régression que nous sommes parvenus à calculer et à donner les informations quant au degré d'inondation, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, en tout cas l'impact de la zone inondée. Alors, on va pas se mentir, on est au courant que pour ceux qui connaissent la région, ici dans le sud, il y a le barrage de la Gilep. Et forcément, tout le cours d'eau ici de la Gilep a été inondé aussi. Et là, dans ce cas précis, on n'a aucune information au niveau des photos aériennes, aucune information sur base des enquêtes. Et j'ai presque envie de dire, il aurait fallu des randonneurs. Je caricature un peu, mais on n'a vraiment pas beaucoup, voire pas du tout d'informations. Et dans ce cas-ci, précisément, on voit que c'est grâce quelque part à l'utilisation des zones d'aléa inondation qu'on est parvenu à retenir compte de la GILEP. Et par la même occasion, on voit que finalement ici, notre zone n'est pas trop mauvaise non plus, quoi. C'est comme ça qu'on n'a pas arrêté de comparer à différents endroits. Et donc, je le répète, prenez bien, utilisez toujours bien la zone inondée en 2 dimensions, je vais dire, qui est vraiment la plus complète, qui est celle avec laquelle nous réalisons nous-mêmes des croisements avec d'autres sources de données, avec d'autres couches. Et la 3D, voilà, elle apprend avec des pincettes, elle existe, elle permet différentes choses que je vais vous montrer ici, mais voilà, elle n'est pas du tout complète, on n'y arrivera jamais, j'ai envie de dire, sauf si on arrivait à la modélisation hydraulique, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et alors, je vais terminer ma présentation par voici un peu quelques illustrations que nous avions fait en interne. Donc là, c'est toujours Limbourg. Attention, c'est dans l'autre sens. Donc le nord est au sud et le sud au nord, si je résume. Donc l'usine Cormac dont je parlais tout à l'heure est ici et la Gilep serait ici un peu
peu plus haut. Donc on voit ici, c'est tout simplement l'ortho qui a été texturé sur le modèle numérique de terrain et nous avons repris les bâtiments en 3D que nous avions dans le PIC. Et alors, ben voilà, pour vous donner une idée, ça c'est le cours d'eau avant inondation et ceci pendant l'inondation. Donc ça nous permet d'un peu nous rendre compte de l'étendue pas tout simplement du désastre. Voilà, j'en ai fini et je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie encore et à nouveau toutes les équipes, les personnes, les membres du GT qui nous ont permis de travailler sur ce travail dans les urgences, en urgence. Merci Jean-Marc. Voilà, merci à toi donc Christophe. Donc on va pouvoir passer au jeu de questions-réponses. Pour donc solliciter la parole, je vais vous demander de lever la main, voilà, et je vous céderai la parole. Hop, il faut que je trouve. Je vois que Geoffrey Oubrex demande la parole. Je te cède la parole, Geoffrey. Voilà, bonjour Christophe. C'est Geoffrey. Félicitations pour le travail. C'est impressionnant quand même d'avoir traité autant de données. Je voulais te demander si les contrats de rivière avaient été associés à votre démarche pour les relevés, etc., des laisses de crue, s'ils avaient des informations à vous fournir. J'ai entendu dire, pour finir, qu'ils avaient rassemblé pas mal de documents, de photos, de vidéos prises par des particuliers lors des événements. Et est-ce que ces documents-là, vous comptez les exploiter ou pas pour éventuellement affiner vos modélisations? Alors, je pense que mes collègues de l'ADCN ont effectivement contacté les contrats de rivière et autres. C'est vrai qu'au tout début, on essayait de récolter des vidéos, des photos, comme tu l'as dit, etc. Maintenant, c'est très compliqué. On a fait l'exercice pour une petite zone. C'est très compliqué parce qu'il faut les localiser, donc ça prend déjà énormément de temps. Sauf si c'est toi qui as pris la photo, ça va vite, mais quand tu les tombes, qu'elles ne soient pas géolocalisées, en tout cas que l'information ne percole pas jusque nous, c'est pas possible. Ensuite, généralement, les photos que nous avons reçues, c'est là où ça a vraiment été très fortement impacté, et donc, quelque part, c'était rassurant, où nous l'avions déjà cartographié. Et c'est plutôt aux limites extrêmes, au bord, là où il restait plus grand, enfin, où il n'y a plus beaucoup d'auteurs d'eau qui nous manquent des infos. Et alors là, ce qui nous avait semblé utile, alors, c'est même si ça avait été prise là où ça avait été fortement impacté, c'était de peaufiner quelque part ma hauteur d'eau. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, ce qu'on voulait sur base des enquêtes, c'était avoir la hauteur d'eau, et donc c'était je sais pas comment montrer ça, mais si je visualise bien sur la photo 2-3 façades de maison, que je vois très bien où est la hauteur d'eau, on avait eu l'idée d'envoyer une équipe topo ou l'autre, d'aller repérer quelque part la façade et d'aller remesurer pour avoir vraiment une hauteur avec précision, si tu veux, de la hauteur d'eau atteinte et de relancer l'idée, oui. C'est une des pistes. Malheureusement, pour le moment, je sais qu'il y a toujours des enquêtes qui sont en cours et je pense qu'ils sont toujours actuellement en train de recueillir les photos et vidéos. Mais moi, de mon côté, alors je ne sais pas si les autres l'ont peut-être déjà fait, hein, je ne dis pas, mais nous, de notre côté, ça s'est limité à faire un petit exercice, à trouver cette petite méthode-là, mais en se disant, pas maintenant. Ok, merci. Et alors, je voulais quand même te signaler que nous, on avait fait aussi des relevés de notre côté de l'aise de crue relativement rapidement après. On est prêt à vous les communiquer, donc il faudrait que tu nous dises comment on doit faire pour contacter quelle personne pour éventuellement venir faire des relevés précis, quoi. Altimétriques. On les a documentés, on les a tagués directement après la crue. Il y a des repères normalement qui sont toujours des traces de peinture, etc., qui correspondent à des laisses de crue, quoi. Voilà. Je prends note et je transmets. Un tout grand merci. Je cède la parole à Dominique Verlaine maintenant. Oui, merci. Merci pour la présentation. Donc, j'interviens au nom de la commune de Chaudfontaine, où je suis échevin. Et donc, merci pour les infos, pour le travail fourni. J'avais plusieurs questions. J'ai été interrompu un moment pendant la présentation, donc si les choses ont été dites, j'en suis désolé. Je voulais d'abord savoir si les informations que nous avons, nous, au niveau de la commune de Chaudfontaine, transmises au commissariat, parce que nous avons, nous aussi, cartographié les zones inondées, avec nos petits moyens, hein, mais est-ce qu'elles ont été prises en compte? J'en ai pas entendu parler dans le travail. Ça, c'est une première chose. Une deuxième, c'est ici, si je comprends bien, on a relevé les zones qui ont été inondées au niveau du sol. Et qu'est-ce qu'il en est, et c'est encore plus complexe, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il en est de tout ce qui a été inondé
dans les terrains qui étaient peut-être un peu plus bas que les voiries, dans les caves, dans les bâtiments. Donc ça, c'est très complexe. Et la circulaire sur l'aménagement du territoire nous demande de regarder ce qui a été inondé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle inondé? Est-ce que c'est au niveau du sol? Est-ce que c'est au niveau des caves? Est-ce que c'est autre chose? Ça, c'est une vaste question. Et la dernière question qui est plus matérielle, c'est est-ce qu'on peut disposer, ça vous l'avez peut-être dit, est-ce qu'on peut avoir à disposition les résultats de vos cartes parce que ça pourrait nous être très utile, voilà, dans les communes. Alors, je pense que les questions que je pose sont relativement, enfin, pourront intéresser beaucoup des communes qui sont autour de la table, j'imagine. Je m'y attendais. Donc, rapidement, la première question, c'était effectivement, je l'ai rapidement abordée. Donc, effectivement, nous avons contacté les communes 2 fois. Lors de la première enquête, donc là, c'était très, très proche des inondations, où nous avions généralement rencontré, c'était les bourgmestres, tout simplement, où nous sommes arrivés avec les cartes, et sur les cartes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ils devaient nous entourer brièvement, rapidement, parce qu'ils avaient d'autres choses à faire à ce moment-là. Et donc, les enquêtes sont allées sur le terrain. Ça, c'était la phase 1. Et ensuite, les communes ont cartographié, c'est ce que nous, on appelle la phase 2, quelque part. Et en fait, cartographie était disponible fin juillet, hein, donc on l'a fait très tôt. Hein, oui, mais voilà. Toutes les communes n'étaient pas aussi rapides, malheureusement. On vient seulement, je pense, il y a 15 jours de rassembler, mais il y avait quand même 209 communes. Hein, donc, évidemment, selon le degré d'impact, j'imagine qu'ils avaient leur degré d'urgence est différent. Mais en tout cas, ce n'est qu'il y a 15 jours qu'on a rassemblé toutes les communes. Et donc, on est en train d'utiliser, effectivement, toutes les cartes, la cartographie, je dirais, des zones inondées communales. Et nous sommes en train de les mettre tout simplement dans ce qu'on va appeler la V4. Donc oui, c'est en cours. Pourquoi est-ce que nous avons, parce que j'imagine la sous-question, pourquoi est-ce que nous n'avons pas mis à jour notre carte en fonction des arrivages des communes? Parce que c'était refaire toujours le travail et finalement, on n'avait pas eu l'occasion de finir une commune que la deuxième allait arriver. Donc ça allait franchement être très compliqué au niveau technique, au niveau production. Et donc c'est ça que nous avons préféré attendre que l'entièreté du territoire wallon soit terminée pour lancer cette production-là. Ensuite, la deuxième question, c'est peut-être pas moi qui suis le plus à même d'y apporter une réponse, parce qu'effectivement, quelle est la définition d'une inondation pour tout ce qui est cave inondée et comment surtout les mesurer? Alors là, j'imagine que ce sera surtout au niveau tout simplement des assurances et autres qui ont ce genre d'informations-là. En tout cas, nous, pour le moment, moi, je parlais hors mon nom, je ne les ai pas. Si ce n'est que je peux le supposer sur base de ma cartographie, si le soupirail était sous eau, on peut supposer que... Mais on n'a pas la carte. Ça, en tous les cas, je ne l'ai pas. Au niveau des zones agricoles et autres, pour information, il y a une enquête qui a été réalisée, je crois qu'elle est quasiment terminée aussi, où ils ont allé voir les agriculteurs et autres pour voir tout ce qui était champs agricoles et autres. Mais autrement, à part reposer la question à ma hiérarchie, je ne saurais pas vous répondre. Comment pour les zones inondées au niveau des caves, sols et autres, je ne sais pas. Et pour la dernière question, pour la mise à disponibilité des données, je dirais 2 choses. C'est que normalement, si vous étiez une commune, je pense qu'il y a eu des démarches qui avaient été mises en place par la direction. On est catégorie 1, nous. Hein. Oui, mais qu'il y avait des démarches justement pour vous mettre à disposition. Et je crois qu'il y avait même des petites applications. Donc, on s'est rendu compte forcément que les données étaient peut-être pas plus simples d'utilisation. Donc, il y avait des petites viewers tout simplement sur le géoportail pour visualiser les cartes. Je ne sais pas si Chaudfontaine en fait partie. J'avoue que je n'ai pas une vue là-dessus directement. Mais sinon, la voie logique, c'est d'en faire une demande tout simplement à notre helpdesk carte. Donc, c'est le commissariat à la reconstruction qui a mis cette petite procédure-là en place. Donc, il suffit, entre guillemets, d'envoyer un mail au helpdesk carte en motivant les raisons pour lesquelles, pour vous, c'est naturel, hein, mais sinon pour tous les autres qui nous écoutent, c'est la voie. Donc, pour avoir accès aux données, elles ne sont pas libres d'accès. Il faut obligatoirement motiver sa demande au helpdesk carte qui elle-même en fera référence au commissariat à la reconstruction qui donnera son aval ou pas à l'obtention des données. Merci. Je vais céder la parole à Ouedraogo Adama et puis à monsieur ou madame Ganis. Ok, merci. Je suis Adama Ouedraogo, un étudiant en GRC, gestion des risques et des catastrophes. Et je m'intéresse de savoir la relation de complémentarité entre les résultats de la digitalisation et de l'enquête. Et voilà combien a coûté aussi l'enquête
quel est le résultat à privilégier des deux? Ou bien, voilà. Et aussi, est-ce que on peut avoir une idée aussi du profil des communes de catégorie 1? Voilà. Alors, merci à vous aussi. Alors, au niveau de la comparaison de résultats de la digitalisation et de l'enquête, pour moi, elles sont clairement complémentaires. Pourquoi? Parce que des enquêtes en zone rurale, nous n'en avions pas beaucoup. Et quelque part, c'était là où les photos aériennes nous ont été le plus utiles. Donc, elles étaient clairement complémentaires. Je prends encore l'exemple que j'ai montré en fait présentation avec l'usine de beurre. Ben, il n'y a aucune enquête égale aucune donnée égale tout simplement pas d'infos. Là, évidemment, on a eu quand même la possibilité en partie de le voir sur les photos aériennes, mais par contre, du côté de la GILEP, donc finalement, c'est ma conclusion. Vu l'étendue des dégâts, les deux étaient clairement complémentaires. Au niveau du coût, pour donner une idée, je pense qu'on a eu, alors j'ai pas les chiffres en détail en tête, mais c'est environ un peu plus de 150 agents pendant, j'ai envie de dire, mais il faudra peut-être que je me corrige par la suite, je crois que c'était minimum 4 semaines d'enquête. Donc voilà un peu en nombre de personnes ressources, ne serait-ce que pour calculer ça. Sinon, l'enquête en elle-même, au niveau coût, franchement, je n'ai pas d'autres chiffres. Peut-être que je peux me renseigner hein, par rapport à l'application et autres, mais je n'ai pas ça en tête. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre sous-question? Donc il y avait le complémentaire. Ouais, si ce n'est par contre, ouais, si il y avait oui, pardon. Les communes de catégorie. Les catégories, je crois que ça aussi, ça fait partie des demandes qu'on doit faire sur le Descartes. Ou alors vous prenez ma présentation et vous l'aurez tout de suite. Oui, vous trouverez ça de toute façon sur le site internet de Inondation Wallonie. La liste des communes avec leur catégorie s'y trouve. Ok, monsieur, madame Ganis. Bonjour Christophe, c'est Gilles-Antoine de la géomatique. Deux petites choses. Alors, super, moi qui habitais 15 ans à Limbourg, j'adore ta mise en contexte. Enfin, c'est déplorable, mais bon, j'ai habité là pendant des années, donc je vois très très bien les lieux. Je prends maintenant ma casquette d'assistant SIG opérationnel. Au niveau des données, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait pour illustrer nos TP? Pour tout ce qui est IDW, CRIGEAGE et ainsi de suite. Ça serait réellement hyper pertinent et je pense passionnant de donner ça à nos étudiants. Alors, tu t'en doutes que d'une part, je ne suis pas contre, d'autre part, c'est pas moi qui décide. Donc ça a été bien clair en préparant cette présentation aussi et autres, quand j'ai pris un peu la température, comment aborder la diffusion des données. C'est clair, toute diffusion passe par le commissariat spécial à la reconstruction. Et donc, il faut envoyer un mail. Voilà, je suppose que dans le cas des études, etc., d'assistants, que ça ne posera pas de problème. Mais voilà, c'est pas moi qui tranche. Clairement, c'est pas moi qui tranche. Okay, mais ce sera un très bon exercice. Ceci dit, je me mets à ta place, j'aurais fait pareil s'il avait été à ta place. Je te remercie. Je ne vois plus de main levée pour l'instant. J'avais vu qu'il y avait un message, notamment d'Anne-Marie Veyton, parlant notamment des caves inondées. Donc, concernant les caves, en fait, on a deux problèmes. On a à la fois, elle évoque la remontée des nappes, qui est intervenue particulièrement, à mon avis, en région liégeoise, où la nappe alluviale est assez importante quand même. Par contre, moi, en parlant de Theux, je suis dans ville, c'est aussi les égouts qui ont refoulé. Donc, dans beaucoup de caves, c'est par les égouts que l'inondation est arrivée avant même que la rivière ne déborde dans la rue, quoi. Voilà. Et par moment, il n'y a pas eu l'inondation par débordement, mais uniquement par sortie depuis les égouts, quoi. Il y a beaucoup d'endroits où ça sortait en jet au niveau des égouts, quoi. Voilà.
On est conscient de la limite de nos données, de la cartographie que nous avons mise en place ici. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est très important aussi de communiquer un minimum, parce que nous, on en est conscients, mais on veut surtout que les utilisateurs en soient conscients également de nos limites. Et pas s'imaginer que c'est la vérité est vraie sur le terrain. Non, nous-mêmes, on a dû faire des modélisations, on a dû trouver des solutions dans l'urgence. Et donc, non, elle n'est pas parfaite. On en est plus que conscient. Mais j'ai envie de dire, dans un premier temps, on n'a pas trouvé mieux. J'ai envie de dire, c'est... Okay. J'avais une question, moi, concernant l'étendue spatiale du travail que tu as fait. Donc, tu as fait ça depuis, je dirais, la confluence de l'Ourthe avec la Meuse jusqu'au pied du barrage de Penne et jusque Spige, je vais dire, commune de Theux. Est-ce que tu as fait ça dans la vallée de l'Ourthe? Tu as fait ça jusque où? Jusque à Moire? Alors, je ne connais pas de mémoire. Il faudrait que je rouvre mes données, mais je ne vais pas le risquer ici parce que c'est très lourd. En fait, on a fait ça partout où on avait des enquêtes. Donc, c'est vrai que mes illustrations sont très ciblées, là où je connais, parce que je proviens du même coin. Mais non, on avait ça, comme je le disais tout à l'heure, on a dû faire ces calculs-là sur l'entièreté des communes impactées, au minimum degré 1 et degré 2. Donc, on a vraiment partout. Enfin, quand je dis partout. Le plus simple, ce serait peut-être, alors que j'essaie de vous remettre... si je peux, la carte tout simplement, une vue d'ensemble de toutes les zones, où on a digitalisé, où on a travaillé. Ok. Mais à Moire, je crois qu'on l'a. Oui, Armoire, à mon avis, tu l'as fait. Comme Durbuy, je me souviens qu'on a eu pas mal. Mais donc, tu as allé jusque La Roche, par exemple. Oui, La Roche. Et la même chose dans la vallée de la Lesse. Rochefort, Dassogne. Rochefort, oui. Tous ces noms-là, ça me dit quelque chose. Je me souviens très bien quand j'étais dessus. Ok, ça va. J'ai cru qu'il y avait Michel aussi. Tu voulais. Je te cède la parole, Michel. Merci. Salut Christophe. Juste une question. Je me posais la question sur l'utilité finale des données. Tu en as peut-être parlé un petit peu au début, mais j'étais peut-être pas très attentif à ce moment-là. Et je me posais la question si ces données allaient être utilisées dans les plans de gestion des risques d'inondation. On sait que la région wallonne a justement au même moment lancé son enquête relative au PGRI. On sait que dedans, la question des données était assez sensible et peu souple. Donc, je me posais la question si ce genre de données serait utilisé pour les PGRI et notamment l'adaptation après l'enquête publique qui se terminait en novembre. Voilà, merci. Alors, malheureusement, je ne sais pas quoi répondre parce que je ne fais pas partie de cette direction-là. J'ai beaucoup travaillé avec eux pour l'élaboration des cartes ici, mais pour répondre à ta question, je ne sais pas. Je peux que la transmettre, mais j'imagine que oui. Maintenant, on s'est rendu compte aussi que par exemple, avant, je pense qu'on utilisait, mais pas... Moi, c'était relativement récente, les données LIDAR. Et en fait, on s'est rendu compte que suite à cet exercice-ci, c'était une source d'information extraordinaire. Et pour pas vous le cacher, on est en train d'acquérir une deuxième acquisition LIDAR qui, par malheur ou par chance, c'est selon, on avait mesuré l'année dernière que la partie, mais hors inondation, il se fait que c'est seulement maintenant qu'on commence la partie qui a été inondée, donc province de Liège. On va dire ça principalement. Et donc, on va encore avoir d'autres données plus précises pour la modélisation et autres. Modélisation hydraulique dans ce cas-ci et tout ça. Donc voilà, répondre à ta question, je ne sais pas, je peux que la transmettre. Maintenant, en tout cas, nous utiliser d'autres données, dont le MNT, c'est clair que là, ça a fait cette preuve. Ouais. Je ne vois plus d'autres remarques. Monsieur ou Madame Dira? C'est Monsieur Dira, bonjour. Bonjour. Oui, merci pour votre présentation et je pense que la méthodologie est vraiment attrayante. Je vois que c'est une très bonne méthodologie. J'aurais bien voulu que à la fin, vous voudriez bien mettre à notre disposition la présentation.
s'il vous plaît, parce que moi, je suis étudiant à l'Université de Liège, étudiant en gestion des risques et catastrophes, et je pense que déjà que je m'intéresse à des questions liées aux inondations, cette méthode quand même peut nous aider à apporter de plus-value dans les travaux que nous réalisons déjà dans nos différents pays. Maintenant, ma question, c'est de savoir ainsi, avant les inondations de juillet passé, s'il y avait déjà eu un travail sur la réalisation d'une carte des risques d'inondation, c'est-à-dire une carte qui a quand même pu identifier les zones à risque d'inondation. S'il y avait déjà eu un travail comme ça, est-ce que vous avez essayé de croiser là vos résultats avec ces anciens travaux-là pour voir si, en fait, les zones à risque d'inondation qui étaient auparavant préalablement définies sont toujours ces zones-là qui sont inondées encore pour une fois. La deuxième question, c'est de savoir si on fait une étude comparative des coûts pour la méthode que vous avez utilisée et la méthode qui consiste à identifier les zones inondées par la technologie radar. Est-ce que si on fait une étude comparative des coûts, est-ce que vous pensez que votre méthode elle est moins coûteuse, ou bien si vous allez conseiller à des gens entre ces deux méthodes-là, est-ce que vous pensez que la méthode radar n'est pas un peu moins coûteuse que celle que vous avez utilisée? Parce qu'il faut aller encore sur le terrain, il faut mettre des moyens, et voilà la méthodologie, il faut être vraiment attentif aux biais, aux erreurs qui pourraient subvenir. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur ce point aussi. Alors, si je commence par la première question, je pense que c'est clairement l'aléa inondation qui était abordée. Donc oui, on avait, enfin mes collègues de la DSN avaient une cartographie officielle quelque part où on reprenait un peu les zones à risque, les zones inondables et autres. Alors, est-ce que ici l'inondation a confirmé la carte? Alors, c'est pas à moi de juger cette partie-là. En tous les cas, comme j'ai tenté de le montrer tout à l'heure dans ma présentation, là où on a comparé les zones inondées avec ce que nous avons modélisé sur le terrain, ça colle. Donc voilà, je ne peux pas dire plus. Évidemment, dans certains cas, on débordait allègrement, mais c'est un peu logique, vu qu'à mon avis, dans les calculs qu'a utilisé le DEBI pour l'aléa inondation, il n'avait pas prévu ce cas de figure, je ne pense pas. Donc voilà, je pense même ici, dans l'Assemblée, il y a des plus experts que moi dans tout ce qui est aléa inondation. Mais... Oui, c'est clair et net que dans la vallée de la Vesdre, on est bien au-delà de ce qui a été jadis estimé dans le cadre de la carte d'aléa d'inondation. Dans d'autres cas, on est davantage proche de la récurrence 100 ans de l'aléa d'inondation. Voilà. Okay. Et alors, il y avait la dernière question, c'était par rapport au coût. Alors, ici, je ne dis plus qu'on est véritablement dans l'urgence. En tous les cas, on n'a pas encore quantifié tout ce qui était coût et autres. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai que les technologies LIDAR et tout que nous avons utilisées sont très chères? Maintenant, on n'a pas commencé à calculer ce que ça allait coûter, dans notre cas. Donc, les données, on les avait. Elles ont été acquises, entre guillemets, pour toute utilisation publique, pour tout le monde, pour les UNIF, pour nous aussi. Et donc, on n'a fait que d'utiliser une donnée existante. Et les données LIDAR que j'apportais tout à l'heure, la nouvelle acquisition, ce qu'on appelle la V2, ce n'est pas uniquement pour des suites aux inondations ici. Il y a bien d'autres besoins aux géomatiques. C'est devenu une donnée aussi importante au même titre que les orthos. On ne se pose plus la question entre nous de savoir ce que coûte une ortho pour les photographies aériennes. C'est tellement utilisé que voilà, je pense que dans les données LIDAR, on en arrive presque à ce niveau-là aussi des terrains. Ok. Merci beaucoup. De rien. Pensez-vous que c'est possible de partir des résultats qui ont été déjà obtenus par le passé, par la cartographie des zones inondées, ce que vous venez de faire,
et puis bien de données historiques, essayer de faire une dynamique du phénomène d'inondation et faire une, comment dirais-je, une interpolation et voir comment pourrait être cette dynamique, comment peut se comporter cette dynamique les années à venir. Est-ce que c'est possible? Je vais répondre avec un petit sourire. S'il y a des étudiants qui en ont le temps pour le moment, oui. Mais ici, pour le moment, je pense qu'on n'est pas du tout dans cette phase-là d'analyse, de recherche. On est toujours ici pour nous, en tout cas, on est toujours dans l'urgence, je ne le cache pas. On essaie toujours de cartographier, etc. Donc, c'est pour ça que les chiffres sur les coûts, je n'en ai pas. Je pense que mes collègues n'en ont pas non plus. Et alors, faire des analyses avec des zones à inondation, etc. Je posais la question pour vraiment être sûr, mais je ne vois pas ça à ma connaissance, non, c'est pas fait. Est-ce que c'est prévu? Même ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, on se doute quand même qu'il y aura des pistes pour de futures mémoires d'étudiants, voire des thèses de doctorat là-dessus. Voilà, n'en pas douter. Voilà. Est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question? Autrement, on peut clôturer là. Donc, je vais remercier Christophe encore chaleureusement. Donc, on a enregistré l'intervention ainsi que les questions-réponses. On mettra ça en ligne sur notre site internet, ainsi que on mettra en ligne la présentation de Christophe qui nous passera généreusement. Voilà, donc vous pourrez revoir ça à votre aise si vous en avez besoin dans les prochains jours. Voilà, c'est pas dit que ça sera fait dès aujourd'hui. Voilà, je profite de cette conclusion aussi pour vous présenter le prochain Midi du lait pur qui est prévu le jeudi 17 février à 11h30 cette fois-ci. Ce sera Monsieur Peter Lacoer qui va nous présenter cette fois-ci les propositions émises par la Task Force Baushift, donc la Task Force qui réfléchit sur l'implémentation de la politique zéro artificialisation nette en Flandre. Donc, il fera son intervention en anglais. Voilà, donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à participer à ce Midi du lait pur le 17. Voilà. Je vous remercie tous pour votre présence et vous dis à bientôt. Voilà, merci, au revoir.